Après cette belle découverte, nous remontons encore un peu plus direction Casablanca. Nous arrivons à Casablanca avec un objectif bien précis, découvrir la spectaculaire mosquée Hassan II. Après une rapide traversée de la Médina presque entièrement fermée en ce vendredi, nous longeons la promenade vers le phare d'El Ankh, avec l'Atlantique qui frappe les rochers juste au pied de la mosquée. Construite directement au bord de l'océan, une partie de l'édifice semble flotter au-dessus des vagues. Son immense minaret de 210 mètres, le plus haut d'Afrique, domine toute la ville. La mosquée a été voulue par le roi Hassan II à la fin des années 1980, avec l'ambition de bâtir un monument capable de représenter à la fois la modernité du Maroc et l'excellence de l'artisanat marocain. Le projet est confié à l'architecte français Michel Pinceau, qui imagine un édifice monumental mêlant influences marocaines traditionnelles et techniques modernes. L'architecture du lieu est également chargée de symboles. La grande salle de prière adopte une perspective rappelant la nef d'une cathédrale, tandis que les femmes prient depuis les galeries situées à l'étage supérieur, une organisation qui évoque certaines traditions du judaïsme. À travers ses choix, Hassan II souhaitait aussi transmettre une idée d'ouverture et de dialogue entre les trois grandes religions monothéistes. Nous arrivons ensuite à Rabat, la capitale du Maroc. Une ville élégante et étonnamment calme pour une capitale, où se mélangent grandes avenues modernes, jardins soignés, bâtiments administratifs et quartiers historiques tournés vers l'Atlantique. L'ambiance y est plus posée qu'à Casablanca ou Marrakech, avec une Médina vivante mais plus apaisée, où l'on prend encore le temps de flâner dans les ruelles blanches et les petits souks. Nous découvrons ensuite la magnifique Casbah des Oudaya, perchée au-dessus de l'embouchure du Bourgreg. Cette ancienne forteresse, construite à l'époque des Almohades puis renforcée au fil des siècles, protégeait autrefois la ville et son accès maritime. Aujourd'hui, ces ruelles étroites bordées de maisons blanches et bleues rappellent presque certains villages andalous. Entre les portes monumentales, les jardins paisibles et les vues magnifiques sur l'océan, l'endroit dégage une atmosphère hors du temps. Puis direction le monumental mausolée Mohamed V. Ce bâtiment de marbre blanc abrite la tombe du roi Mohamed V, figure majeure de l'histoire moderne du Maroc. Très respecté par les Marocains, Mohamed V est considéré comme le père de l'indépendance du pays après la période du protectorat français. Son retour d'exil en 1955 marque le début de l'indépendance marocaine. Le mausolée, achevé dans les années 1970 sous le règne de son fils Hassan II, est un chef-d'œuvre de l'artisanat marocain traditionnel, marbre, zélige, bois sculpté et coupoles recouvertes de tuiles vertes. Juste à côté se dresse également la tour Hassan, un immense minaret inachevé datant du XIIe siècle. À l'origine, il devait devenir la plus grande mosquée du monde musulman occidental sous les Almohades, mais la construction fut interrompue après la mort du sultan Yacoub al-Mansour. Nous terminons la journée par une balade le long du Bourgreg, le fleuve qui sépare Rabat de Salé. Les quais sont animés, entre familles en promenade, cafés au bord de l'eau et petites barques qui traversent tranquillement d'une rive à l'autre. Des enfants plongent dans le fleuve sous les regards amusés des passants, apportant une ambiance vivante et populaire au lieu. Avec les remparts en arrière-plan, la Casbah des Oudaya qui domine l'embouchure et cette atmosphère détendue tournée vers l'eau, le Bourgreg offre un visage simple et très chaleureux de Rabat. Nous quittons Mohamedia pour rejoindre Meknès, l'une des anciennes capitales impériales du Maroc. Plus discrète que Marrakech ou Fès,
Meknès conserve pourtant un immense patrimoine hérité du règne du puissant sultan alaouite Moulay Ismaïl, qui fit de la ville sa capitale au XVIIe siècle. Nous visitons d'abord le magnifique mausolée de Moulay Ismaïl. Moulay Ismaïl fut l'un des souverains les plus puissants de l'histoire marocaine, connu autant pour son immense empire que pour ses gigantesques projets architecturaux. Fasciné par la grandeur, il voulait faire de Meknès un Versailles marocain capable de rivaliser avec les plus grandes villes du monde musulman. Son mausolée, richement décoré de zélige, de marbre et de bois sculptés, devait également surpasser les célèbres tombeaux saadiens de Marrakech et affirmer la puissance de sa dynastie. Nous découvrons ensuite la majestueuse Bab Mansour, considérée comme l'une des plus belles portes monumentales du Maroc. Le soir venu, nous retournons près de Bab Mansour. Juste en face s'étend la célèbre place El Edim, véritable cœur vivant de la ville, souvent comparée à une version plus paisible de la place Jemaa El Fna de Marrakech. Entre cafés, marchands, artistes de rue et habitants qui viennent simplement profiter de l'ambiance, la place vit du matin jusqu'au soir au rythme de Meknès. Puis nous nous perdons dans les souks de la Médina, entre épices, tissus, ferronneries et petites ruelles pleines de vie. L'atmosphère est authentique, populaire et beaucoup plus locale que dans certaines grandes villes touristiques du pays. Un petit tour en calèche nous permet ensuite de découvrir une autre facette de Meknès. Nous passons devant le vaste palais royal de Meknès, toujours utilisé aujourd'hui, puis devant les impressionnants terriers Eswani, les anciennes écuries et greniers monumentaux construits sous Moulay Ismaïl pour abriter des milliers de chevaux et stocker les réserves de la ville impériale. Nous quittons ensuite les grandes villes pour rejoindre Ifrane, une étape paisible avant l'effervescence de Fès. Et le contraste est saisissant. Ici, tout semble différent du Maroc traditionnel, rues impeccables, chalets aux toits inclinés, jardins parfaitement entretenus et atmosphère presque européenne. Avec son altitude, son climat frais et son architecture inspirée des stations alpines, Ifrane est souvent surnommée la Suisse marocaine. Nous partons ensuite nous balader du côté des sources d'Ain Vittel. Ces résurgences naturelles alimentent depuis longtemps la région en eau fraîche venue des montagnes du Moyen Atlas. Le site, entouré de verdure, de petits cours d'eau et de passerelles en bois, offre un véritable bol d'air frais au cœur des forêts. Puis nous prenons la route des grandes cédrées du Moyen Atlas, parmi les plus importantes du Maroc. Ces immenses forêts jouent un rôle essentiel pour toute la région, elles retiennent l'eau, protègent les sols et abritent une biodiversité unique. Ici se trouvait aussi le célèbre cèdre Gouraud, un arbre monumental vieux de plusieurs siècles, considéré pendant longtemps comme l'un des plus grands cèdres du Maroc et véritable symbole du Moyen Atlas. C'est dans ces forêts que nous rencontrons les célèbres macaques de Barbarie, souvent appelés singes magots. Particularité étonnante, ce sont les seuls singes vivant naturellement à l'état sauvage en Afrique du Nord. Très intelligents et extrêmement sociaux, ils vivent en groupes organisés où les liens entre individus sont très forts. Les mâles participent même activement à l'éducation et à la protection des petits, un comportement assez rare chez les primates. Près des parkings touristiques, les magots sont très habitués à l'homme. Certains viennent directement chercher des cacahuètes auprès des visiteurs, presque sans crainte, ce qui crée souvent des scènes amusantes et très proches. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivons vers Fès.